Maintenant, on va voir le phénomène de transfection et de transduction et les modifications du matériel génétique. Donc, le transfert de matériel génétique dans une cellule hôte eucaryote, ça s'appelle la transfection. Donc, cellule hôte eucaryote, transfection. Le but, c'est de produire des cellules génétiquement modifiées. Donc, d'abord, il y a les transfections stables et les transfections transitoires. Les transfections stables, c'est des études courtes ou à long terme. On sélectionne les cellules qui ont été transfectées par résistance à un antibiotique et l'ADN, il est stable, donc il est toujours intégré au génome. Par contre, les transfections transitoires, c'est toujours court, donc c'est 24 à 72 heures. L'ADN, il est dégradé, du coup, c'est court parce que l'ADN, il est dégradé en quelques jours, donc il n'est pas obligatoirement dans le génome. Il y a différents types de transferts, donc les transfections chimiques, les transfections physiques et les transfections biologiques. Les transfections chimiques, il y en a 3. Donc d'abord, il y a la lipofection, c'est la plus courante. Donc en fait, la lipofection, on va utiliser des liposomes, donc c'est des lipides cationiques, donc chargés positivement, et qui vont agir comme micelles. Donc ils auront des propriétés structurelles analogues à celles des cellules, des membranes cellulaires. Donc ils pourront pourront fusionner avec l'ADN et le libérer. Le liposome le plus utilisé, c'est la lipofectamine. Et elle est chargée positivement du coup. Après, il y a le dextran. Donc le dextran, il utilise des polymères cationiques donc chargés positivement, qui vont interagir avec l'ADN qui est chargé négativement pour faire une endocytose. Et il y a aussi les phosphates, les phosphates de calcium. Ouais. Après, il y a les transfections physiques. Dans la transfection physique, c'est l'électroporation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, ça permet de créer des micropores au niveau de la cellule hôte pour favoriser l'entrée de l'ADN dans la cellule hôte. Les micropores, ils vont être créés via un courant électrique, mais on doit faire attention à respecter un voltage précis parce que si on provoque trop de courant électrique, ça peut liser la cellule. Et ensuite, il y a les transfections biologiques. Donc, les transfections biologiques, on utilise un vecteur viral ou alors un rétrovirus. Donc les rétrovirus, il y a soit le HIV ou le CIV. Et les vecteurs viraux, il y a soit SV40, il y a le virus de l'herpès, les adénovirus, et HBV qui est Epstein-Barr. Et du coup, le problème avec ceux-là, c'est que c'est des vecteurs viraux. Donc ils sont d'office pathologiques. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des vecteurs modifiés. Donc on va supprimer la séquence nécessaire à la pathogénicité et on va enlever leurs capsides pour les rendre non pathogènes. Donc l'exemple de ce cas-là, c'est l'exemple du MCV. Donc le MCV, c'est le virus de la leucémie murine et c'est un rétrovirus qui va être utilisé comme un vecteur de transfert de gènes. Donc on va modifier génétiquement ce virus-là. Donc ça, c'est la structure du génome de base. Donc il y a les séquences LTR qui sont de part et d'autre, sur les deux extrémités du génome. Les séquences LTR, elles permettent la réplication du génome, l'intégration de l'ADN dans la cellule hôte et la transcription. Après, il y a les séquences PSI. Les séquences PSI, elles permettent l'encapsidation de l'ARN viral, c'est-à-dire qu'on va créer la capside. Et elles servent de signal de reconnaissance pour fabriquer les virus. Et ici, de part et d'autre, entre les deux LTR, il y a les gènes viraux. Donc c'est eux qui vont donner la pathogénicité au MCV. Dans les gènes viraux, il y a GAG. GAG, ça permet de fabriquer les protéines de la capside. Après, il y a POL. POL, c'est les enzymes, donc la rétrotranscriptase. C'est logique parce que c'est un rétrovirus plutôt. Et une intégrase. Moi, je retiens POL comme polymérase, du coup, c'est une enzyme. Même si je pense pas que ça a un rapport, mais on s'en fout. Du coup, c'est enzyme. Et enveloppe, protéines de l'enveloppe. Du coup, ces gènes-là, en fait, c'est eux qui donnent la pathogénicité, comme je l'ai dit. Du coup, on doit les retirer. Parce que sinon, le virus, il sera pathogène et c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le retirer et on va le remplacer, du coup, par le gène d'intérêt. Donc, c'est le transgène. Ouais, voilà. Et du coup, là, on obtient le MCV modifié. Donc, le MCV modifié qui contient le transgène. Le problème, c'est qu'un virus, il peut pas être actif s'il n'a pas de capside. Donc, même s'il n'est pas pathogène, il faut qu'il ait sa capside.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la transfecter dans une cellule d'empaquetage. Donc l'exemple, c'est les fibroblastes pour former les capsides. Donc maintenant, elle aura les capsides. Sa capside plutôt. Maintenant, il existe un système de reconnaissance entre les protéines, la capside et une séquence de nucléotides qui permet de faire entrer le génome modifié dans la cellule hôte. Du coup, le vecteur qu'on va rentrer, c'est un vecteur viral, mais qui n'est pas pathogène. Alors, le choix de la cellule à transfecter selon l'objectif de l'étude, ça change. Mais il y a toujours, ça c'est toujours des conditions. Donc la cellule doit toujours avoir une grande efficacité de transfection. Elle doit aussi avoir une faible toxicité pour la cellule hôte. Elle doit avoir peu d'effet sur les processus physiologiques de la cellule hôte. Et ça doit être une méthodologie facile et qu'on peut refaire, qu'on peut refaire facilement. J'ai oublié comment ça s'appelle. Reproductive, voilà. C'est une méthodologie reproductive. Les cellules hôtes possibles, il y en a plusieurs. Donc d'abord, il y a les cellules primaires. Donc c'est les cellules qui ne se divisent pas de façon infinie. C'est-à-dire que c'est des cellules mortelles. Donc elles vont mourir à un moment donné. Et par exemple, c'est les ovocytes de Xénope. Après, il y a les cellules... ça s'appelle comment? Les cellules souches. Après, il y a les lignées établies, c'est-à-dire des cellules immortelles. Et par exemple, c'est les cossettes. Donc c'est les cellules de rein de singe. Et après, il y a les cellules d'origine hépatique. Donc, c'est des cellules qui prolifèrent vite et bien. Et l'exemple, c'est HEP-G2. Ah, Allahu alam, c'est pas écrit. Mais je pense que c'est HEP-G2. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, on peut modifier le matériel génétique. Donc, pourquoi on fait ça? On va modifier le matériel génétique pour étudier en fait la séquence, le rôle d'une séquence. Comment on va faire ça? On va la retirer. Donc en fait, de base, on a une séquence, ok. Elle va faire son rôle, mais on ne sait pas si c'est vraiment elle qui le fait ou pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer cette séquence-là et on va voir ce qui se passe s'il n'y a pas cette séquence de la cellule. Si la cellule continue à faire son truc, c'est que cette séquence ne sert à rien. Mais s'il y a un truc différent, qu'il se passe un truc, je sais pas, bizarre ou quoi, on sait que c'est cette cellule-là, cette séquence-là qui a un rôle important dans cette action physiologique ou quoi. Du coup, il y a plusieurs techniques pour retirer cette séquence-là. La première technique, c'est la création de délétions étendues par excision de fragments de restriction. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on a... Ici, on a un ADN, voilà. Et ici, on a la zone à délaisser, donc c'est la zone qu'on veut étudier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une ou deux enzymes de restriction de part et d'autre de ce gène. De la zone du coup, et on va la couper. Après, on va prendre les deux brins d'ADN qu'on va mettre sur électrophorèse, et après on va les récupérer, on va les lier, et on aura l'ADN après délétion. Et du coup, on pourra étudier le rôle, comment cet ADN va agir sans cette zone, quoi. Après, il y a la création de délétions courtes, donc on retire 3 à 8 paires de bases. Donc comment ça se passe? Donc ici, on a nos deux brins d'ADN. Ici, on a la zone à délaisser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une enzyme de restriction qui va couper la zone à délaisser, je sais pas comment on dit. Et cette coupure, elle peut couper qu'une seule fois. Donc, on va utiliser par exemple BAM2, et BAM2, elle va couper qu'une seule fois. Ici, on voit qu'elle a créé des bouts collants. Donc, après clivage, bouts collants. Les bouts collants, ils vont être digérés par une nucléase. La nucléase, c'est la nucléase S1. Donc, la nucléase S1, elle va digérer ces bouts collants. Du coup, il n'y aura plus. Et là, du coup, il y a des trous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier avec une ligase pour avoir une séquence d'ADN double brin sans la zone à délaisser. Et pareil, on va voir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et la troisième possibilité, c'est de créer une mutation ponctuelle à un endroit précis de la séquence étudiée. Maintenant qu'on a ça, on va mettre en évidence les effets des modifications. Pour ce faire, on va utiliser un gène rapporteur et un promoteur conditionnel. Un gène rapporteur, c'est une séquence qu'on veut étudier. Un gène rapporteur, c'est un gène qu'on connaît.
Donc c'est un gène... ouais, voilà, c'est un gène analysable et détectable visuellement. Donc c'est un gène qu'on peut voir et qu'on connaît. Et ce gène, en fait, il est couplé à la séquence qu'on veut étudier. Mais il faut faire attention qu'en fait, le gène rapporteur, en fait, il ne faut pas que la cellule hôte a ce gène. Donc il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas que la cellule hôte a le gène rapporteur. Donc en gros, c'est juste, comme si vous voulez, c'est comme un marquage, en fait. C'est comme un marqueur qui nous indique qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un gène qu'on coupe à la séquence qu'on veut étudier, enfin qu'on colle plutôt à la séquence qu'on veut étudier pour voir qu'est-ce qui va se passer. Les exemples de gènes rapporteurs, on connaît l'ACZ qui code pour la bêta-galactosidase, qui quand elle est dégradée, elle peut faire une couleur. Après, il y a le gène de verre, luciférase. Luciférase, c'est fluorescent, donc on peut voir aussi. Et puis GFP, GFP c'est une protéine fluorescente verte, donc on peut voir aussi la couleur, quoi. Donc en gros, c'est des trucs, enfin c'est des gènes qui vont coder pour quelque chose qu'on peut voir visuellement. Du coup, il y a plusieurs techniques. Donc la première technique, c'est la cotransfection. Donc la cotransfection, c'est qu'on va utiliser on va voir si une protéine, elle est activatrice ou répressive. Donc on va utiliser 2 plasmides. Le premier plasmide, il contient le gène codant pour la protéine X, donc la protéine qu'on cherche. Et le deuxième plasmide, il contient un gène rapporteur. Ici, c'est le gène codant pour la luciférase. Et un site de liaison à X. Et du coup, on va transfecter ces 2 plasmides dans la cellule pour qu'elle puisse fabriquer la protéine X. Et la protéine X, elle va aller dans le noyau et va se fixer sur le site de liaison du deuxième plasmide. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si on a un signal fort, donc s'il y a une bonne couleur, s'il y a une bonne... Là c'est luciférase, donc si ça brille beaucoup, on a un signal fort, X, ça veut dire que la protéine X est fixée. Et si elle s'est fixée, ça veut dire qu'elle va activer la transcription. Et du coup, c'est une protéine activatrice. Par contre, si on a un signal faible ou alors on n'a pas du tout de signal, X s'est fixé mais a bloqué la transcription. Donc X est une protéine répressive. On peut aussi savoir l'importance d'une séquence dans le promoteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un gène. Ici, on a utilisé GFP. Et on va le mettre devant différentes versions du promoteur. Puis, on va mesurer la fluorescence. Donc, ici, dans le cas là, on n'a rien retiré du tout. Donc, ça, c'est le gène de base, ok? Ici, on n'a rien retiré du tout. Donc, on a 100% de la fluorescence. Ça veut dire que tout est là. Tous les éléments nécessaires au promoteur sont là, donc on a 100% de fluorescence. Là, pareil, on a retiré juste un tout petit peu. 100% de fluorescence, ça veut dire qu'on a retiré, mais ça on s'en fout, quoi, genre ça sert à rien. Ouais, donc les deux là, en fait, on a retiré genre le truc rose, mais apparemment, d'après ce que la fluorescence nous dit, ça servait à rien du tout, on s'en fout. Là, à 70 et 60, on a retiré P1. P1, quand on l'a retiré, on a 70% et 60% de fluorescence. Ça veut dire qu'on a commencé à retirer, donc P1, c'était une séquence qui était importante, mais pas trop. Parce qu'on a quand même de la fluorescence, mais on en a quand même retiré, quoi. Donc P1, il avait un rôle important, mais pas si important que ça. Et puis quand on retire P2, hop, on n'a plus rien. Donc P2, c'est vraiment le plus important. Et généralement, c'est des sites de fixation de facteurs de transcription. Donc dans P1 et dans P2, c'est des sites de fixation de facteurs de transcription. Mais sûrement P2 était plus important que P1 parce qu'on a 0% directement. Alors que là, on était quand même à 70, voire 60%, donc ça va encore, quoi. Ici, pareil, on peut voir si on a un enhancer ou un silencer. Donc pareil, on a le vecteur avec la origine de réplication, gène de résistance. Ça, c'est dans tous les vecteurs. Donc peu importe, il y aura toujours ça, en fait. Il faut retenir ça. Là, on a le gène rapporteur. Là, on a le silencer, enhancer et les promoteurs. Et puis, on peut voir. On va d'abord transfecter. Après, il y aura transcription, puis synthèse de la protéine rapporteur. Puis, on va détecter en lisant la cellule, tout ça. Et on va voir si on a une expression moyenne de la protéine GFP, ça veut dire si on va dire qu'il y a un petit peu, on va dire un signal moyen, ça veut dire que on a S et E en même temps. S et E en même temps.
ça veut dire que E, il essaie d'activer, mais il y a S qui empêche. Donc c'est un signal moyen. Par contre, là, on a E, on a juste E, mais on n'a pas de silencer. Donc comme E, il est tout seul, il va activer beaucoup. Et du coup, on aura une grande expression de GFP. Et puis, là, GFP, on a une faible expression parce qu'il n'y a pas d'enhancer, mais il n'y a pas non plus de silencer. Donc, c'est une faible expression, quoi.